bonsoir à tous, on va peut-être déjà se présenter. Laurence. Bonjour tout le monde, moi je suis Laurence Debord. Donc à la Chambre d'agriculture, je suis chargée de mission agroforesterie. Donc j'accompagne tous les gens qui veulent planter des arbres sous forme de haies, sous forme de boisement, d'agroforesterie, voilà, tout ce qui touche à l'arbre. On peut faire aussi des diagnostics autour des arbres, des inventaires. Donc voilà. Et donc moi je m'appelle Cécile, je suis vigneronne au domaine des Trois Toits, dans la catégorie NINA, je ne sais pas si vous entendez parler de ça, hein, les nouveaux installés, donc depuis 2019. Donc 2019, ça, finalement, quand on regarde en arrière, ça fait un petit bout de temps, mais bon, dans une vie de vigneron, vigneronne, c'est finalement encore un temps très très court. Donc tout ce que je vais vous parler, ce dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais partager avec vous, c'est des choses qui sont encore très neuves pour moi. J'ai des collègues dans la salle, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises. Si je dis des bêtises, vous avez le droit de me corriger. Merci d'avoir bravé le froid et le noir pour venir jusqu'ici. J'espère ne pas trop vous endormir. On va essayer d'être assez dynamique. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser peut-être en cours de route par rapport à la présentation. Alors, le thème de la conférence ce soir, vin et biodiversité, c'est Charline qui a choisi. Quand j'ai reçu le sujet, je me suis dit, ah, voilà, enfin quelqu'un qui a tout compris, à savoir que Charline est venue chez nous, on a eu une discussion ouverte, c'était, je pense, juste avant les vendanges. Finalement, j'ai beaucoup aimé ce titre parce que souvent, on écrit vigne et biodiversité, et ça va rarement jusqu'au vin. Et finalement, nous, en tant que vignerons, et c'est peut-être un des sujets qui nous marque le plus aujourd'hui, c'est que quand on fait déguster nos vins, qui est vraiment le produit final, à beaucoup de gens, peu nous interroge sur la partie très très amont qui est la vigne et la biodiversité qui va autour. On est rarement challengé sur ce sujet, on est challengé sur est-ce que tu es en bio, est-ce que tu es en biodynamie, est-ce que tu es nature, des mots comme ça lancés à la figure qui veulent tout dire et rien dire. Mais jamais on nous parle de vie des sols, jamais on nous parle de biodiversité. Enfin, quand je dis jamais, là je généralise, attention. Mais c'est rarement abordé sous cet angle-là. Et il faut savoir que chez nous, au domaine, c'est notre angle d'attaque et c'est notre ADN. Donc, quand elle m'a envoyé ce titre-là, je me dis ah super, on va bien s'entendre avec Charline, elle a tout compris. Donc, ce qui est chouette, c'est que finalement, elle est venue, elle est restée 1 heure au domaine et elle a capté ce que je voulais faire passer comme message. Donc, on va vous tenir une petite demi-heure, 3/4 d'heure. On va remettre 2-3 petits mots en perspective sur la biodiversité, écosystème, agroforesterie, tout ça pour que ça cale un peu les idées, parce qu'on a une population très éclectique, donc l'idée c'est que tout le monde soit à peu près aligné, de savoir de quoi on parle. Derrière, on va parler de ces concepts appliqués au vignoble nantais, puis Laurence là, va citer quelques exemples. Et moi, derrière, je vais illustrer les propos avec 2 projets. Un projet qui était un projet pour nous pilote, c'est-à-dire quelque chose qu'on a un petit peu expérimenté, en particulier avec Laurence. Et derrière, sur la base de ce projet et des premières conclusions qu'on a tirées, on a redéployé notre sujet sur un plus grand secteur. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Donc il y a un peu d'éléments dans tous les sens, les photos, des petites vidéos, donc tout ça c'est un peu amalgamé. On n'est pas sur un travail de montage très professionnel, donc vous nous passerez, j'espère, c'est des petits sujets qui ne sont pas forcément complètement bien présentés. Alors, j'ai voulu remettre tout ça pour juste être bien sûr que tout le monde parle de la même chose. Quand on parle de biodiversité et d'écosystème, aujourd'hui, de quoi on parle parce que souvent, ces mots-là sont très galvaudés, ça part un peu dans tous les sens, alors qu'il y a des définitions très précises de ces mots. Et donc, vous avez tout simplement ici à l'écran ce que c'est qu'un écosystème, de quoi c'est constitué. Donc un écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est une géographie, un lieu qui est homogène, donc ce qu'on appelle un biotope, du minéral, un sol, une aire géographique avec des conditions qui sont plus ou moins équivalentes. Alors ça peut être à l'échelle d'une toute petite parcelle ou sur un territoire plus grand, mais quelque chose qui a donc ce qu'on appelle un biotope. Sur ce biotope, il y a du vivant.
Donc la biodiversité, donc du vivant, une diversité de vie. Bio, ça veut dire plusieurs. Ça veut dire vie, pardon. Diversité, donc c'est plusieurs vies. Donc c'est des animaux, des végétaux et des micro-organismes. Dans les animaux, il y a qui? Il y a nous. On s'oublie souvent. D'ailleurs, ce schéma que j'ai récupéré, puis j'en ai cherché partout, j'en ai pas trouvé un seul, sur lequel il y a un bonhomme. Parce que donc, nous, on est là-dedans. On est dans la biodiversité. Et nous, agriculteurs, on est là-dedans et on a un rôle majeur. Donc, ce petit schéma-là, je l'ai traficoté pour nous rajouter là-dessus, parce qu'on est dans la biodiversité intérieure et là, on est vraiment acteur. Donc, on va voir justement dans quel sens on l'est. Là, je vous ai mis deux petits schémas d'un écosystème dit pauvre et d'un écosystème dit riche. Donc, c'est assez simple. Un écosystème, c'est il y a un producteur primaire, on a tous appris ça un peu à l'école, un consommateur primaire, un consommateur secondaire, donc là c'est la chaîne alimentaire qu'on apprend en classe de, je pense, en CE2, et puis des espèces détrivores. Là, on est dans un système pauvre, à savoir que, admettons que le lapin disparaisse, on comprend très vite que la chaîne, elle va être bloquée. Le consommateur secondaire, il va finalement disparaître s'il ne peut pas se nourrir, et derrière, la chaîne va s'interrompre. Donc là, on est dans un écosystème pauvre qui va disparaître si, potentiellement, le lapin disparaît. Dans cette chaîne-là, si le lapin disparaît, le système va s'affaiblir, mais par contre, il continue de fonctionner. D'accord? Donc là, on voit vraiment la notion de diversité dans un écosystème et la valeur de la diversité dans un écosystème. On peut traduire ça aussi tout simplement en se disant que là, c'est une table avec 3 pieds. On enlève un des pieds, la table risque de s'écrouler. Là, on est dans une table à 7 pieds. On enlève un pied, on peut espérer que la table va se maintenir. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais elle va se maintenir. Donc voilà, ce petit schéma, il est, je trouve, assez simple, mais assez parlant de ce que c'est que l'équilibre des écosystèmes dont on parle aujourd'hui beaucoup, mais souvent on perd un peu le fil en fait dans tout ce qu'on nous raconte. Donc dans tout ça, on a vu que l'agriculteur, l'être humain, il fait partie de l'élément de biodiversité, et l'agriculteur, il a un rôle, tout comme l'homme, tout comme les animaux au milieu de la chaîne. Donc nous, en tant qu'humains, tout doucement, on a grignoté sur la partie végétale avec nos villes, avec tout ce qui est l'artificialisation de nos sols. Et puis on a fragmenté l'habitat, la fragmentation en mettant des routes, en mettant des rails, tout un tas de systèmes qui viennent bloquer les habitats et donc finalement bloquer les écosystèmes qui fonctionnaient, comme on l'a vu précédemment. Et donc l'agriculture, on voit bien que derrière cette fragmentation, potentiellement on est là. Là, j'ai pris une vue satellite d'un paysage du vignoble nantais. C'est à peu près 10 hectares, j'ai mesuré à la louche. Donc là, 10 hectares de vignes, et j'ai zoomé, mais il n'y a pas un seul arbre là-dessus. Donc 10 hectares sans arbre, c'est quand même assez impressionnant. Et ça, des patchs comme ça, il y en a beaucoup. Donc là, on voit bien qu'on est, en termes de diversité, on est proche de pas grand-chose, parce que y a la vigne et puis il y a effectivement du sol qui est quand même peu couvert là. Donc c'est proche de, je ne vais pas dire zéro, parce qu'il y a de la vie dans la vie, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Et donc, s'il y a un pathogène qui à un moment va venir détruire la vigne, là on va être proche de zéro. Ça va s'écrouler quand même assez rapidement. Alors, l'agriculteur, en fait, sur la biodiversité, il peut faire plein de choses. Et surtout, il peut faire plein de choses hyper simples. Il peut enherber ses espaces. Il peut mettre un couvert végétal. Donc là, il y a un exemple, avec un couvert végétal sur l'interrang. Il peut maintenir ses arbres.
les arbres isolés, pas forcément les couper et maintenir ses bois. Il peut semer des prairies mellifères qui vont là favoriser tout le cycle insecte. Les ruches, je voulais le mettre en bas parce qu'on va en reparler. Poser des nichoirs pour les oiseaux, mettre des gîtes pour les chauves-souris, favoriser et entretenir ces murets. Donc là, on revient sur le sujet du paysage, puis on reviendra plus tard. Et tout ça pour créer la continuité, en fait, de tous ces habitants qui constituent la diversité. Le but, c'est de favoriser et d'occuper le milieu au maximum avec de la diversité. La ruche, j'ai oublié de la remettre en bas. Il y a pas mal d'études qui montrent que les insectes, les abeilles peuvent avoir des attitudes potentiellement agressives sur d'autres espèces. Donc c'est sûr que ça peut être controversé. Si le système est déjà hyper équilibré, la ruche, elle va venir juste s'implanter, et les abeilles vont venir s'implanter et rajouter de la diversité. Si le système est un peu déséquilibré, là, potentiellement, elles peuvent faire plus de dégâts que ce qu'elles apportent. Donc c'est un peu plus, pas aussi simple. Donc dans tout ça, l'arbre est un chaînon. On a vu qu'on parlait d'habitat et de circulation. Et donc on voit bien que l'arbre est un chaînon de circulation. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'arbre, tout ce dont on a parlé avant, et tous les petits maillons d'insectes, de petits animaux, de mammifères, tout ça qui se plantent, s'ils n'ont pas tous ces habitats, ça va être compliqué. Donc l'arbre va venir créer toute une chaîne. Et donc l'arbre, il peut être présent de plein de manières. Je vais présenter les manières, puis Laurence va développer derrière. Mais ça peut être tout simplement des alignements d'arbres en bordure de parcelles. On en a tous vu et on en voit tous régulièrement. Ça peut être des alignements dans les parcelles, donc intraparcellaires, ce dont on va parler, et ça c'est un des exemples qu'on va vous montrer. Ça peut être des haies, ça peut être des bosquets, donc des haies sur plusieurs largeurs. Ça peut être des ripisylves, et puis là vous avez une belle photo en bas, donc des arbres qui sont en bordure de rivière. Et ça peut être des arbres champêtres, complètement parsemés, complètement isolés, qui ont des rôles aussi majeurs. Donc voilà. Donc, au niveau des rôles et de l'intérêt de ces arbres. Donc Laurence, si tu veux détailler un petit peu. Alors, si on veut faire un focus, un zoom sur les arbres, pourquoi on mettrait des arbres, sachant que la photo que tu nous as montrée tout à l'heure, il n'y a pas d'arbres du tout. Donc voilà. Alors avec du recul, on se rend compte que les arbres nous apportent plein de choses. Alors je parle au niveau agricole, notamment viticulture. Ils peuvent nous servir, alors ce qu'on connaît moins, mais ce qui est impressionnant, c'est par rapport aux racines, déjà. Un arbre, il a des racines, et un arbre, pour vivre, il a besoin d'eau, d'éléments minéraux, et puis de CO2. Donc les racines, ça va permettre de capter, en fait, tout ce qu'il y a dans le sol, et il va servir d'ascenseur hydraulique. C'est-à-dire que les racines d'un arbre, elles descendent plus profond qu'une culture. Donc, il va remonter de l'eau que les cultures n'arriveraient pas à atteindre. Donc, c'est ce qu'on appelle un ascenseur hydraulique. Un arbre, ça peut être une épuration de polluants. Avec ses racines, l'arbre, il arrive à filtrer de l'eau. Avec ses racines, l'arbre, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la ripisylve, c'est quelque chose, un arbre, il va retenir l'eau, il va ralentir la circulation de l'eau et il peut la filtrer. Et c'est notamment vrai quand on a des parcelles en pente ou des géographies un peu pentues, le fait de remettre des haies ou des arbres, ça ralentit l'eau. Ensuite, si on passe au niveau aérien, l'arbre, il va nous servir de microclimat. Alors pour les éleveurs, c'est quelque chose d'essentiel. Une parcelle avec des arbres peut faire varier la température. Alors il y a eu des expériences de fait. Quand on est entre 40 et 50 arbres à l'hectare, sur des parcelles en intraparcellaire, des arbres, des lignes d'arbres, l'hiver, on peut avoir 2 à 3 degrés de plus à l'intérieur de la parcelle, et l'été, c'est l'inverse, on peut avoir 2 à 3 degrés de moins. Donc vous comprenez que pour des cultures ou des éleveurs, c'est très important d'avoir des arbres.
Ensuite, la haie, c'est assez connu, la haie, elle sert de brise-vent. Une haie pluristrate qui a toutes les strates va permettre de filtrer le vent. Donc ça joue sur le climat. Et puis quelque chose dont on prend conscience depuis un petit peu moins longtemps, mais très important, c'est qu'un arbre, je vous l'ai dit, pour vivre, il a besoin de CO2. Donc un arbre, c'est une pompe à carbone. Il absorbe du carbone et il rejette de l'oxygène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, il est stocké, les 3/4 sont stockés dans les racines. Donc c'est très important. Même si vous venez couper un arbre et que vous en faites une maison, l'arbre sera toujours stocké dans le bois et les racines, on les garde. Voilà, donc le stockage du carbone, il est toujours là. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un arbre, quand vous le coupez, c'est là qu'il vient recapter du carbone. Enfin, quand on le coupe et qu'il repousse, on est d'accord. C'est les jeunes haies et les jeunes arbres qui ont besoin de plus de carbone parce que c'est eux qui ont la plus forte croissance. C'est un petit peu ce qu'on constate en ce moment, c'est que nos forêts françaises, elles sont en mauvaise santé, elles sont déjà pleines de carbone. Et en fait, le stock potentiellement dans nos forêts françaises, il n'y en a peut-être pas tant que ça, moins que ce qu'on pensait. Donc on a tout intérêt à replanter des arbres, à venir exploiter les haies, c'est-à-dire les couper pour qu'elles repoussent. Ensuite, l'arbre, il peut servir de production, soit pour faire du bois énergie, bois bûche, bois plaquette pour mettre dans des chaudières. On peut faire du bois d'œuvre. Alors le bois d'œuvre, c'est tout ce qui sert dans la construction des bâtiments ou des maisons, dans les meubles. Et puis l'arbre, il sert aussi pour, alors c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais on revoit la pratique se refaire pour l'alimentation des animaux. Traditionnellement, autrefois, par exemple dans les marais, le frêne, les éleveurs ils venaient couper leurs branches de frêne pour les donner aux animaux. Et ça, c'est une pratique qui commence à réapparaître quand on a des étés très chauds et qu'on manque de fourrage. Et ben, l'arbre peut être un bon relais pour les éleveurs. Et puis après, la dernière partie, l'arbre, c'est un garde-manger, hein. C'est un hôtel pour les animaux. À toutes les strates de l'arbre ou de la haie, vous avez des animaux différents. Donc plutôt à la strate herbacée, quand on a de l'herbe, on va plutôt avoir des insectes rampants qui se déplacent pas énormément. On a les insectes volants et puis plus on monte en hauteur, on va retrouver les oiseaux qui, eux, se déplacent sur des plus longues longueurs, plus longues distances. Donc vous voyez qu'une haie avec des arbres à l'intérieur, ça apporte plein de services. Alors après, l'arbre, il peut aussi avoir quelques contraintes, mais ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir où on met les arbres, où on met les haies, pour qu'on puisse cumuler production agricole et production de biodiversité, de tout ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a fait chez Vincent et Cécile. Les arbres, on ne les a pas positionnés n'importe comment. Et on peut continuer à produire tout en ayant des arbres et des haies. Alors, sur le vignoble nantais. Alors le vignoble, j'ai pris en compte les viticulteurs, mais aussi il y a des éleveurs, il y a des maraîchers, des arboriculteurs, il y a toutes les productions présentes. Depuis 7 ans, on a planté presque 23 km de haies. Alors quand j'ai dit on a planté, j'ai accompagné des viticulteurs, des éleveurs pour planter des haies. Alors sachant que je ne suis pas la seule à faire ce travail-là, bon, j'en fais une grosse partie je pense, mais ça veut dire qu'il y a eu au moins 23 km de plantés. Et moi les kilomètres que j'ai plantés dans le vignoble, j'ai vérifié, c'est pas suite à des arrachages de haies, on est bien d'accord, c'est vraiment du plus. Voilà, et sachant que vraiment, il y a 6 ans, il y avait très peu de personnes qui m'appelaient pour que je vienne les accompagner dans le vignoble. Et depuis, je pense qu'on a eu quelques étés très secs, et je pense que là, les gens ont réfléchi, voilà. Et puis on en parle beaucoup. Donc, et quand c'est fait intelligemment, je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes. Alors, l'agroforesterie, donc on est bien d'accord, hein, c'est des lignes intraparcellaires, c'est des lignes d'arbres isolées à l'intérieur des parcelles. Donc c'est une pratique qui se développe aussi dans le vignoble. Alors peut-être un peu plus chez les éleveurs, parce que les éleveurs, c'est par rapport aux animaux. Au bien-être des animaux, on en retrouve un retour très rapide. Mais j'ai quand même accompagné 5 projets chez des viticulteurs. Donc ça commence à venir aussi.
Alors la répartition, le gros des plantations sont quand même chez les viticulteurs. Hein, plus de la moitié des plantations se fait chez les viticulteurs dans le vignoble. Ensuite, c'est l'élevage. Des divers élevages, plus le lait, on peut compter dans l'élevage. Et puis, il y a un gros paquet, le paquet rouge aussi. En troisième position, c'est des plantations qui se font sur des parcelles qui n'ont encore pas une destination précise, mais qui vont retourner à l'agriculture. C'est des parcelles qui étaient abandonnées, qu'on remet en état et qui vont être redistribuées aux agriculteurs. Et il y a des plantations qui sont faites dessus. Voilà. Et l'agroforesterie, je vous disais, plus de la moitié se fait en élevage, en viticulture et puis un petit peu en maraîchage. Alors ça, c'est pour ce secteur-là. Hein. Si on voulait parler de la Loire-Atlantique, le gros de l'agroforesterie se fait quand même en élevage. Et hélas, les productions qu'on aimerait toucher en premier, ils en font moins, c'est les grandes cultures. Il y a très peu d'agroforesterie en grande culture. On pourra en discuter après si vous voulez. Donc voilà un petit peu l'état des lieux des plantations de haies, de l'agroforesterie en général, qui peut se passer sur le vignoble. Donc si vous avez des questions, on en discutera à la fin. Cécile, tu présentes ton projet et puis... Oui, c'est bon, on ne vous a pas perdu là, vous êtes toujours là. C'est compréhensible. Donc là, je vais vous présenter donc, deux projets. Donc, le premier projet qu'on a travaillé avec Laurence donc en 2019 sur un secteur qui s'appelle l'Aloé. Donc je pense que vous êtes tous forcément du vignoble. Donc c'est juste en dessous l'antenne de l'Aloé. Donc c'est un coteau où on est 4 vignerons. Je regarde Céline au fond, oui c'est ça. Sur ce secteur, c'est un très beau secteur, je pense. D'un point de vue géographique, hein, sur le haut du secteur, on a une très belle vue sur Vertou, on verra des photos. Et donc c'est un secteur où on a pour nous deux belles parcelles. Et quand on s'est installé en 2019, en fait, on avait donc juste à côté d'une de notre belles parcelles tout un secteur en friche. Donc le sujet des friches agricoles, je pense que vous en avez tous pas mal entendu parler, qui est un vrai souci hein, pour une production agricole. C'est à côté, il y a effectivement une friche qui est à un stade plutôt jeune, à savoir pas encore recouverte de végétation. La friche est un risque qui est un potentiel pour notre culture. Donc le fait d'avoir une friche à côté de notre parcelle nous embêtait. On a eu l'occasion de rencontrer la municipalité de Vertou et le maire de Vertou qui nous a souhaité la bienvenue, on est juste d'arriver. Et donc en échangeant avec lui, on s'est un petit peu épanché sur notre déception en fait, de voir finalement une situation sur un parcellaire aussi qualitatif qui était plutôt dégradé. Et donc il nous a expliqué qu'effectivement il y avait une friche parce que tout simplement il n'y avait pas de vignerons pour reprendre la culture au moment où on se parlait et dans les années précédentes. Donc finalement, il nous a renvoyé la balle dans l'autre sens en disant bah, s'il y a une friche, c'est qu'il n'y a pas de vigneron. Est-ce que ça vous intéresse vu que vous êtes juste à côté? Donc on a un petit peu cogité sur le sujet, sachant qu'on venait de débarquer. Vraiment, on venait de poser nos sacs. On a quand même bien observé le sujet, bien réfléchi, sachant qu'on avait des projets dans notre sacoche en réflexion. Et on s'est projeté en fait sur cet espace, hein, qui est un espace d'1,7 hectare, donc qui n'est pas neutre en termes de viticulture, on peut faire quand même pas mal de choses. Et on s'est dit, bah, c'est peut-être l'occasion finalement de déployer un des projets qu'on avait en tête, à savoir de recréer un espace et de recréer un écosystème. Donc là, je relis avec ce que je vous disais au début, de se dire, bah, tiens, c'est peut-être l'opportunité, et ça n'arrive pas tous les jours dans une vie de vigneron, hein, de pouvoir créer quelque chose, et en particulier planter, et recréer sur une page complètement vierge, ça n'arrive pas tous les jours. Donc on s'est dit, bah, c'est peut-être une opportunité, et on a saisi l'opportunité au vol. Et donc la municipalité de Vertou nous a aidé à identifier les propriétaires, parce qu'il y avait quand même une toute petite dizaine de propriétaires. Rapidement les contacter, on a rencontré tous les propriétaires, quasiment un par un. On leur a présenté un petit peu qui on était, notre projet, et on a pu implanter un système sur ce coteau. Système consistant finalement à implanter certes de la vigne, mais avant d'implanter la vigne,
d'implanter des arbres, avec une vision de créer donc un écosystème résilient, tout en se disant, plutôt que partir sur vraiment une espèce unique, essayons de mettre une diversité. Donc nous, en tant que vignerons, on vient mettre une monoculture, mais dans notre monoculture, essayons de créer une diversité. Donc en fait, sur ce secteur, on a donc planté, dans un premier lieu, 100 arbres qui sont en ligne, vous voyez les petits points, de manière aléatoire au niveau des différentes espèces. Et on a planté 10 000 cèpes, mais sur chacune des bandes, en fait, on a planté 18 rangs de vignes, donc 9 rangs d'un cépage, 9 rangs d'un autre cépage. C'est-à-dire que dans les parcelles qui sont, les îlots, on va appeler ça des îlots, parce qu'on a une petite difficulté avec les douaniers pour faire revendiquer notre parcelle, parce que ça ne ressemble pas à grand-chose dans un casier viticole. Donc dans chaque îlot, on a mélangé les cépages. C'est-à-dire qu'on a créé une diversité dans chaque planche. Voilà. Chaque planche étant séparée par des arbres. Donc ce secteur était donc complètement en friche, avec donc la vigne abandonnée, les fils, les poteaux, les amarres. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, les amarres, donc ce qui tient à tenir le poteau debout. Donc les amarres, c'est dans le sol. Donc dans notre tout premier, et tout ça recouvert de ronces avec quelques bouleaux. Les bouleaux étant les espèces pionnières, à savoir que dans une friche, ce qui se prend et qui colonise immédiatement, c'est la ronce. Et derrière, commence à sortir et à poindre des bouleaux qui sont les premiers arbres à sortir, qui vont sortir, et puis après à abriter, dans un deuxième temps, sur un temps plus long, les arbres qui vont devenir plus nobles sur une période beaucoup plus longue. Donc ces bouleaux sortants, ça voulait dire que la friche avait à peu près 8 ans, c'est ce qu'on avait évalué. Donc il a fallu tout nettoyer, donc rentrer dans la parcelle, tirer tous les fils, enlever les poteaux et surtout bien enlever les amarres, qui sont tout ça une source de pollution. Donc ça, c'était notre point de départ. Et donc avant de partir tout de suite dans la plantation, encore une fois, sachant qu'on venait juste de débarquer, donc une plantation, ça ne nous causait pas trop, il fallait vraiment qu'on travaille notre copie plantation. On a donc semé un couvert végétal et implanté les arbres. C'est ce qu'on a fait en premier lieu, pour travailler derrière notre sujet plantation. Voilà sur le point de départ. Ce point de départ étant effectivement une friche et entourée de vignes, on s'est dit, si on a l'idée de créer un écosystème, on ne sait pas de quoi on parle, on va partir d'un point zéro. Et donc là, très rapidement, on est rentré en contact avec Christophe qui est là, du lycée agricole de Briasset, avec qui on a élaboré et conçu un programme de suivi de biodiversité sur le temps long, avec une collaboration annuelle avec le lycée, en se disant on fait un temps zéro et on va suivre la biodiversité sur la parcelle. Donc voilà un petit peu l'espace qu'on a conçu. Donc je vais vous mettre une toute petite vidéo YouTube qui est une succession de photos. Elles sont peut-être pas toutes pertinentes pour l'échange de ce soir, mais j'avais pas trop le temps de les sélectionner, sachant que le petit montage vidéo il est déjà fait. Pour vous expliquer la vocation de ce petit montage vidéo, je vais faire une petite aparté, parce que ce sujet-là et faire une plantation, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Il s'avère que quand on s'est installé, on n'avait pas du tout ce projet en tête, donc on n'avait pas le capital pour faire cet investissement. Et donc, on est parti un peu assez rapidement en disant on défriche, on va planter, et on nous dit il y a des aides à la plantation, pas de problème, ça va marcher, Sauf qu'au moment de déposer notre demande d'aide à la plantation, compte tenu du fait que l'espace était une friche viticole, qui n'était plus du tout dans un casier viticole de personne, aucun vigneron sur le secteur, et les aides, elles n'étaient plus là. Donc notre business plan initial ne marchait plus parce qu'on nous a dit un peu tardivement, vous avez 0 aide pour faire votre projet. Donc on s'est retrouvé un petit peu embêté, on n'avait pas forcément envie de retourner voir le banquier qu'on avait déjà vu pour s'installer. Et donc on a fait une levée de fonds pour ce projet-là.
Donc on a des contributeurs qui nous ont aidés sur le projet. Il y en a certains dans la salle, ils se reconnaîtront. Et donc derrière, régulièrement, au début, on leur a envoyé des petites photos de l'espace qui nous ont aidés à construire. Donc cette petite vidéo, elle a servi à ça. Donc elle est sur certains aspects pas forcément complètement pertinente pour le propos de ce soir, mais c'est pas très très grave. Alors là, c'était le temps zéro de la parcelle. Donc, vous voyez la friche, enfin ça c'était un bout de la friche. Donc on a nettoyé. Derrière, on a décompacté les sols. On a apporté de la dolomie sur les sols pour rétablir les équilibres. Et là, on a semé le couvert végétal. Derrière, on a travaillé avec Laurence sur les lignes. Donc le couvert végétal qui a commencé à pousser. Et derrière, on a mis les arbres. Donc vous avez vu l'espace qui était assez vierge. Donc là, on a mis nos arbres en ligne, comme nous avait expliqué Laurence. Le couvert végétal. On a couché notre couvert végétal sur la première année pour créer un paillage. Et donc derrière, l'année suivante, on a préparé nos sols et on a fait notre plantation de cèpes. Donc les arbres avaient déjà poussé un petit peu à ce moment-là. Donc là, la plantation. Derrière, rapidement, on a installé les ruches dans un espace qu'on a sanctuarisé, qui pouvait être défriché. On a mis des abris à chauves-souris. Hop. Donc là, on va passer sur l'année suivante. Donc je suis désolée, c'est là où c'est en termes de cadencement, c'est pas terrible. On reprend. Hop. Donc on voit les cèpes qui ont commencé à pousser. Donc sur cette parcelle, on a fait un choix un peu engagé. Hop, je vais arrêter là. Pour les collègues vignerons, ils vont comprendre. On était encore dans notre phase d'apprentissage, donc on a planté nos cèpes, on n'a pas mis de tuteur, un peu volontairement, et surtout tout simplement, c'était une raison financière. On n'avait pas suffisamment d'argent pour se payer des tuteurs, c'est un coût. Donc on a mené toute la parcelle pendant 2 ans. Même 3 ans, ouais, enfin 2 ans, on a tout nettoyé à la main. Donc tout s'est fait en huile de coude sur le nettoyage des pieds de cèpes. Et donc ça a été à la fois très formateur, mais ça a aussi toute l'énergie qu'il y a sur cette parcelle est liée au premier jour, en fait, tout ce qui se sont passés les premiers jours. On a passé énormément de temps, on est 3 à travailler sur le domaine, et c'était des moments vraiment collectifs, on est 4, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis 3, on a passé beaucoup de temps à 4 à travailler sur ce travail, en fait, de nettoyage de nos bébés cèpes. Aujourd'hui, sur 1,7 hectare, on ne referait pas de cette manière-là, parce que ça a été un travail colossal, mais on ne le regrette absolument pas. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps un peu penché sur le nettoyage. Comment je fais pour pas avoir Alors, je voulais vous amener... Donc là, on est sur la 2e année des cèpes qui sont montés. Donc toujours nettoyage à la main. Et vous voyez que ça a quand même pas mal poussé. Donc toujours pas de tracteur pour nettoyer au pied des cèpes.
et pas de désherbant. Le petit binage formateur. Voilà, je vais arrêter là parce qu'après on va repartir sur un deuxième cycle. Donc là on est sur la première année, donc là on est sur une image de la parcelle telle qu'elle est sur une partie de l'année, à savoir donc un couvert végétal, donc là c'est du trèfle incarnat qu'on sème entre le rang, donc le rang qui apparaît et donc les rangées d'arbres que vous avez vues sur plusieurs images. Donc là c'était le premier exercice, hein. Donc aujourd'hui la parcelle elle produit. On a fait des premières vendanges complètes en 2023. Donc en 2022, on avait laissé, la jeune ligne avait déjà donné du raisin. Bien sûr, on avait tout enlevé, l'idée étant de faire en sorte que les cèpes s'implantent. On avait laissé une grappe par cèpe qu'on a utilisée pour faire du jus de raisin, que vous allez déguster ce soir. La deuxième année, on a fait donc une vendange complète sur ce secteur. Et donc, on a créé 3 cuvées. Donc, l'idée sur ce secteur, c'est aussi de, certes, créer un écosystème qui s'autosuffit. Et donc, on a poussé le système jusqu'au bout, à savoir qu'on a planté du rouge. Donc, on est sorti, en fait, du reste de notre production. Et donc, on a 3 cuvées qui sont complètement isolées, hein, du reste de notre production, à savoir qu'on sait exactement chiffrer de A à Z tout le travail qui a été fait sur chacune de ces cuvées. Et donc les jus qui sortent de cette parcelle ne sont pas mélangés avec d'autres parcelles. Et aussi, bien sûr, quantifier très précisément le coût de chacune de ces parcelles. Et ça, ce n'est pas un sujet qui est neutre, parce que l'idée de créer un écosystème et d'avoir une production derrière, c'est bien. Mais l'idée aussi, c'est de voir si c'est finalement acceptable pour le consommateur ou les consommateurs que vous êtes. C'est-à-dire que si derrière on fait tout un travail agricole, mais on sort une bouteille à un prix qui n'est pas acceptable pour un consommateur, le travail que l'on fera n'aura pas forcément de sens. Donc autant ne rien faire sur la parcelle et autant laisser un bois pousser à l'infini. Hein. Donc il y a cette logique aussi de recherche d'une approche qui a du sens dans le travail et dans ce que l'extraction qu'on va faire de la nature, de faire en sorte que c'est un sens d'un point de vue consommateur derrière. J'ai une petite précision, si tu veux passer à l'autre. Pour expliquer quand même, parce que vous voyez, ce petit carré, il n'a pas été défriché, c'était volontaire. Hein. Oui, tout à fait. Là, en fait, c'est le réservoir un petit peu de biodiversité, ça a été fait exprès. Et après, si on a mis ces lignes-là, parce qu'en fait, on a fait des essais, hein, des relevés c'était pas ici, mais chez une viticultrice. Quand on fait des relevés, par exemple dans un milieu comme ça, on trouve tous les insectes qu'on veut, en fait. Il y a une diversité, il y a beaucoup en population. Et en fait, quand on fait des relevés d'insectes en milieu de parcelle, quand il n'y a pas d'arbres, on se rend compte qu'on perd une grosse partie de la biodiversité qui est là. Ça veut dire que la biodiversité, elle reste ici et elle ne va pas dans les vignes. Et en fait, on essaye de travailler sur les insectes qu'on appelle auxiliaires, c'est-à-dire des insectes qui vont aider la vigne à se protéger d'attaques. Et donc, le fait de mettre des lignes, je vous ai dit tout à l'heure, à la strate herbacée, c'est là qu'on héberge des insectes rampants. Les insectes rampants, il y a des études qui ont été faites, quand ils ont marché 60 mètres, c'est largement suffisant pour eux. Donc, l'objectif, c'est de se dire, il faut qu'on leur mette quelque chose pour qu'ils viennent se réfugier, au moins tous les 60 mètres. Alors là, c'était un petit peu moins problématique parce qu'il y a plein d'herbes, il y a des interrangs enherbés, mais souvent dans la vigne, on voit qu'il n'y a pas d'interrang, il n'y a pas d'herbe en fait, il n'y a que des interrangs de la terre, donc ça veut dire que les insectes, ils sont bloqués, ils n'ont pas de refuge. Donc l'intérêt de mettre des lignes d'arbres, c'est qu'avec la ligne d'arbres, de toute façon, il y aura toujours une bande d'herbe, et les insectes, hop, ils peuvent se diffuser un petit peu partout dans la parcelle. C'est ça l'objectif quand on parlait de corridors. On essaye de recréer des corridors pour que les insectes, les animaux puissent se déplacer partout.
Voilà, c'était juste le... Alors, et si, une petite note aussi, sur les essences qu'on a choisies, parce qu'en fait, la question qu'on me pose tout le temps, c'est que ça va faire une concurrence à la vigne. Et dans les essences qu'on a choisies, on a mis des essences avec des feuillages un peu aériens. Et c'est vrai que, par exemple, les fruitiers, ils correspondent bien avec la vigne, parce que c'est pas trop dense comme feuille, c'est pas trop... Si on avait mis, par exemple, je sais pas si vous voyez ce que c'est du charme. Un charme, c'est haut, c'est très dense, c'est très noir, c'est très sombre. Donc on risque d'avoir la concurrence d'ombre. Alors qu'avec des fruitiers, la lumière arrive à passer à travers malgré. Voilà. Alors, donc cette parcelle maintenant est en production. Donc tout le travail qu'on a mené sur ce secteur, on a tiré déjà des premiers enseignements. Donc déjà, une vision et une analyse de tout ce qui est biodiversité sur nos parcelles et sur cette parcelle en particulier. Donc comme je vous le disais, on a un protocole de suivi à un temps zéro et à un temps annuel de la biodiversité qui est fait par les étudiants du lycée de Briasset avec Christophe. Donc on suit toutes les espèces volantes, les chauves-souris, les reptiles. Donc ça, on adore emmener voir nos visiteurs voir les reptiles. Ça marche toujours, parce que les étudiants ont mis des belles plaques à reptiles et il y en a toujours qui sont bien installés. Donc c'est toujours chouette d'aller les voir, et plein de petits mammifères divers et variés que les étudiants ont bien identifiés avec les excréments et les marques au sol. Sur la partie corridor, juste que l'on tient à préciser aussi, c'est que cette parcelle, elle est sur un corridor qui est clairement identifié entre le marais de Goulaine et le lac de Grandlieu, et sert potentiellement de pause, d'où le souhait aussi de laisser ce petit bois qui est vraiment rempli et qui fourmille, parce que on voit bien que c'est une zone de repos et une zone d'arrêt pour un certain nombre d'oiseaux qui circulent du marais jusqu'au lac de Grandlieu. Alors les enseignements, on a tiré plein de réflexions sur la conduite de la vigne, sur tout ce qui est travail manuel, comme on disait, volontairement, on s'est mis à l'huile de coude pour bien comprendre plein de sujets, et puis on va reparler sur le deuxième sujet. Ça a été vraiment une réflexion de se dire, le viticulteur, il fait partie de toute la chaîne, il doit être au cœur de son système, donc ça a été vraiment la source de réflexion pour le deuxième projet que je vais vous présenter. On a aussi constaté que sur ce secteur, systématiquement quand on y va, et puis il y en a un qui est là, qui pourra en témoigner, c'est un secteur sur lequel on se sent bien, tout simplement en tant que vigneron. Quand on attaque le travail dans cette parcelle-là, on y est toujours bien. Donc il y a forcément le fait d'avoir créé le sujet depuis le départ, mais l'environnement est agréable, et rien que ça met du cœur à l'ouvrage. Et donc pour nous, derrière le soin et la qualité qu'on y apporte parce qu'on y est bien, forcément à un moment ça va se ressentir dans notre marque. Donc on le verra tout à l'heure si vous pouvez le confirmer. Et derrière, la qualité des raisins qu'on a tirés, donc clairement, on a eu 0 sujet de fermentation, aucun problème de volatile, alors que derrière, on a laissé vraiment les choses se faire. Donc c'est potentiellement un des indicateurs. Encore une fois, le temps long nous le dira. Là, on est vraiment sur encore du court terme, donc c'est encore trop difficile de le savoir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du beau, et donc potentiellement, ça pourrait aller jusqu'à du bon. Après, la liaison n'est pas si évidente. Et puis, le sujet paysage, définitivement, là, on a senti qu'on était acteur du paysage. C'est une zone où il y a, je ne sais pas combien de promeneurs de chiens qui viennent nous saluer, ou pas d'ailleurs, mais en attendant, ça circule énormément. Et on voit bien que les gens, ils ont les yeux grands ouverts, ils nous posent plein de questions. Il y a plein de gens qui viennent nous dire « c'est beau », donc rien que ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et il y a plein d'odeurs, et il y a plein de bruits. Comme je vous le disais, le petit bois, ça fourmille là-dedans, et il y a vraiment beaucoup de bruit, donc beaucoup de vie. Voilà, donc ça c'est les premiers enseignements sur ce premier 1 hectare 7 que l'on a remis en culture. Donc pour nous en tant que vignerons, on a vu quelques éléments qui nous ont questionnés et qu'on a rechallengés plus tard.
Le sujet de l'alignement, on s'est dit, c'est peut-être un peu dommage d'avoir tout toujours en ligne. On aime bien des fois faire des petites courbes. Donc voilà, quand on se dit qu'on fait des courbes, on a plus d'impact. Potentiellement, voilà. Sur notre bande enherbée, comme on le voit ici, qu'on ne fauche pas jusqu'à fin août. On a constaté, on a trouvé qu'elle était beaucoup trop proche de notre rang de vigne. D'ailleurs, on le voit ici. Le premier rang de vigne, il a été malheureusement un petit peu sacrifié. Il est définitivement trop proche de la bande enherbée. On n'avait pas assez d'espace entre le rang de vigne et la bande enherbée pour bien travailler. Donc là, on a décidé de travailler différemment sur le nouveau secteur. Mais au final, c'est à peu près... on n'a pas vu d'autres contraintes que ça sur la culture de la vigne. Par contre, on a aussi évalué ce que c'est que d'avoir des arbres quand on est vigneron, à savoir que, déjà, on ne sait pas forcément s'en occuper, c'est quelqu'un, donc régulièrement j'appelle Laurence, je lui envoie des photos en disant mon arbre il a poussé comme ça, qu'est-ce que je fais? Je coupe ça ou je coupe ça? Bon, voilà. Donc là, on va se reposer la question parce que maintenant, ça commence à être très haut et c'est plus que ça, mais c'est un peu dans tous les sens. Donc voilà, donc c'est une nouvelle compétence à acquérir qu'on n'a pas forcément. Et c'est du temps, parce que les arbres, là, comme vous les voyez, puis vous allez voir d'autres photos, maintenant on a des arbres qui ont des troncs comme ça. Ils ont tous pris, les 100 arbres. Il y en a un qu'on s'est fait voler, un pêcher de vigne, c'est-à-dire que la 3e année il était très beau, il avait des belles pêches. Et un matin, on arrivait, il y avait un beau trou. Voilà, donc je pense qu'il y a quelqu'un de Vertou qui a eu la chance d'avoir un pêché. Malheureusement, le pauvre, il pense qu'il va pas, ça ne va pas durer très longtemps. Mais autrement, tous les arbres ont pris et c'est définitivement du temps parce qu'on s'en est occupé, on les a vraiment accompagnés et donc c'est aussi des tâches supplémentaires. Donc là aussi, c'est venu dans notre réflexion sur le secteur et le deuxième projet que je vais vous présenter. Alors, le deuxième projet que je vais vous présenter, il se situe à la Ville-au-Blanc, donc c'est à vol d'oiseau, c'est à 400 mètres de l'Aloué. La Ville-au-Blanc, c'est au niveau des Mortiers, je ne sais pas si ça vous parle. Si on regarde d'un point de vue géographique, vous voyez Leclerc, pôle sud, l'antenne de l'Aloué, c'est sur la route entre les deux secteurs. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur la photo de gauche, en fait, où vous avez Nantes ici, la zone de pôle sud ici, la route de Clisson, et les routes et les rails ici, du TER de Nantes à Clisson. Donc ici, le secteur s'appelle le secteur de la Ville-au-Blanc. C'est un secteur agricole protégé, et vous voyez bien que c'est le premier secteur avant la ville de Nantes, ou le dernier secteur ici urbanisé, je ne sais pas dans quel sens vous voulez prendre les choses. En tout cas, ce secteur-là est un secteur agricole protégé pour un certain nombre d'années. Et donc, on y était installés de fait, parce que quand on a repris le domaine, on avait la parcelle qui est ici, en haie. Il s'avère que rapidement, on s'est aperçu, alors qu'il y avait un certain nombre de collègues autour de nous, que les collègues arrêtaient pour plusieurs raisons, plus loin, assez éloignés de leur siège d'exploitation, souhaitent se recentrer. En tout cas, très rapidement, on a vu en 2021-2022 que notre environnement de travail était comme celui-ci, à savoir des vignes abandonnées. Je vous laisse voir ici une friche qui s'installait, des friches installées, des zones un petit peu inondées. Tout ça autour de notre parcelle. Vous avez une vision ici de notre parcelle et un peu de l'environnement qui se dégradait en fait, pour plein de raisons. Et une des raisons étant la proximité avec la ville. Tous les jours, notre environnement devenait un dépotoir. Je ne vous ai pas mis les photos de tous les jolis déchets que l'on pouvait prendre en photo et ramasser tous les jours, sachant que la déchetterie est juste là.
mais en fait la déchetterie était devenue la zone de la ville aux Blancs. Donc on a réfléchi, et là également on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi on arrête la parcelle? C'était un des choix, en disant on ne peut pas continuer à travailler notre parcelle dans cet environnement nuisible. Ou est-ce qu'on se prend en main et finalement on recrée un environnement qui est un environnement agricole avec un sens paysager? Donc vous l'avez compris, on a pris cette option, on a décidé de ne pas abandonner notre parcelle, et donc on a repris tout ce secteur, donc l'équivalent de ce rectangle, sur lequel on a décidé de réimplanter toute une vision, en fait, sachant qu'il n'y a plus qu'une seule parcelle en culture. Donc la vision, ça a été de se dire on va remettre en culture, mais sous une approche innovante et surtout résiliente, en essayant de se projeter, en fait, en se disant on ne va pas recréer un espace de vigne comme il y en a de manière dupliquée un peu partout dans le vignoble, mais on va recréer un espace qui va nous permettre, et à nous et aux générations futures, potentiellement de travailler dans des conditions plutôt sereines. Donc pour ça, on s'est adressé un peu partout en se disant le secteur fait 11 hectares, pour information. Toute cette bande-là, ça fait 11 hectares. Donc on s'est dit 11 hectares c'est beaucoup. On partait d'1,7 sur l'autre secteur. 11 hectares c'est beaucoup, on ne sait pas faire. Nous, on n'a aucun sens du paysage. Notre unité, c'est la vigne. Plus large que ça, on n'y connaît rien. On est en plus finalement dans une pointe entre une zone hyper rapide qui est la route de Clisson, une zone hyper lente qui sont les rails du TER. Quand on est ici, on a une sensation de calme, d'apaisement. Quand on est là-haut, on a une sensation de ville. Bon, ce n'est pas du tout les mêmes sensations en haut et en bas du secteur. Donc on a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il ne fallait pas qu'on aille tout seul à débroussailler notre secteur et puis à se dire on va mettre une ligne comme ci à tel endroit, etc. Donc on a cherché et on a trouvé, on a eu la chance, après plein de contacts, de rencontrer Benjamin, qui est paysagiste. Sa société s'appelle La Plume et le Sécateur. Et on a travaillé pendant 9 mois avec lui, en mode itératif, comme ça peut se faire aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'on arrivait de 2 univers qui ne se connaissaient pas. Donc lui étant paysagiste, nous étant vignerons, lui ne connaissant rien à la vigne et nous ne connaissant rien au paysage, on s'est retrouvés le vendredi matin, pendant plusieurs heures, à causer. Lui, son métier de paysagiste et nous, notre métier de vigneron. Et puis on a confronté nos visions. On est allé plein de fois sur les secteurs, on a marché, on a réfléchi, on est arrivé dans des impasses et on a cogité comme ça tous les vendredis matins, enfin pas tous les vendredis matins, mais un certain nombre de vendredis. Et on est arrivé sur une vision et un paysage que l'on va bâtir sur les années qui viennent, donc, et qu'on a commencé à concevoir. Donc c'est ça que je vais essayer de vous présenter. Donc on est arrivé déjà sur une implantation. Donc là, en gris, on a à peu près le secteur. Donc là, encore une fois, les rails, la route de Clisson là-haut. Et donc, après X échanges avec lui, il nous a beaucoup fait parler de notre métier de vigneron, on a décidé de travailler sur des petits îlots de culture. Donc on a dessiné des îlots, il nous avait fait plein d'exercices où on a créé notre schéma de travail et on a dit, nous, un schéma sur lequel on est à l'aise pour travailler, c'est un schéma à peu près de 100 mètres sur 50. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des rangs de vignes où quand on est à un endroit en bas du rang, on est capable de parler peut-être un peu fort, mais d'entendre et parler aux collègues qui est en haut du rang. Ça, c'est un des éléments, ça semble bête, mais c'est parfois très utile. Ou quand on est dans le rang et en plein milieu et qu'on a oublié sa twin et qu'il se met à pleuvoir, comme parfois ça arrive, et que sa twin elle est au bout du rang, on ne prend pas des heures et des heures à descendre le rang pour aller mettre sa twin et repartir.
Donc il y a une notion d'un petit peu d'efficacité. 100 mètres sur 50, c'est aussi se dire, on rentre dans le rang le matin pour commencer à tailler, et puis au moment de la pause d'aller déjeuner, on en a fait des rangs de 100 sur 50, alors que quand on a des rangs très longs, des fois, nous, ça nous arrive, on en a quelques-uns derrière le chai, on attaque le rang, il arrive midi, on n'a toujours pas fini le rang. Je peux vous dire que dans des journées comme aujourd'hui, quand on se dit qu'après la pause de déjeuner, on part tailler le rang qu'on n'avait toujours pas fini le matin, au niveau santé mentale, c'est un petit peu compliqué. Donc on lui a parlé de tout ça, ça c'était des éléments sur lesquels on a beaucoup échangé en se disant, le viticulteur, il est dans sa parcelle, qu'est-ce qui fait qu'il va être bien pour travailler dans sa parcelle? Parce qu'on se dit que s'il est bien, potentiellement, le raisin qu'il va produire, il va peut-être être bon. Et donc on a travaillé nos îlots de culture en disant 100 sur 50. Alors bien sûr, on a fait au départ un petit papier 100 sur 50 à l'échelle, et puis on l'a décliné partout sur le secteur. Donc ça rentre plus ou moins. Puis après, on a retravaillé ça avec les niveaux des parcelles. Bien sûr, ça ne fait plus exactement 100 sur 50, comme vous pouvez le voir ici. Mais en tout cas, on a créé 18 îlots qui représentent à peu près cette taille-là. Chacun de ces îlots, on les a travaillés en se disant on va les border à gauche et à droite. Je ne vais pas parler d'est et ouest parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais on va les border de zones ligneuses en reprenant l'expérience que l'on a eue sur le premier projet, mais non plus en zone ligneuse de seulement un arbre aligné, avec l'expérience des écartements par rapport au rang dont je vous ai parlé, mais on va asseoir là encore une fois un espace, et on va mettre bien plus qu'un rang, on va créer un bocteau, c'est-à-dire qu'on va créer des zones de 12 mètres de large pour vraiment asseoir un espace d'arbres, bien plus qu'un alignement d'un seul arbre. Donc chaque îlot est bordé de part et d'autre d'un bocteau. On peut employer plein de termes, mais donc de plusieurs arbres ou haies qui vont grandir. Donc chaque îlot sera bordé comme ça à gauche et à droite, et au nord et au sud, ou plutôt en haut et en bas, peu importe, des prairies, nos tournières et nos prairies, ce qui permet en fait, dans l'optique de travail, de se dire là, on a des zones et donc nos barrières de protection avec les arbres, tout ce qui est en vert. Et par contre, là, on a des zones prairies. Donc, quand on attaque potentiellement avec le tracteur, en attaquant ici, là, on peut remonter plusieurs parcelles en alignement si on le souhaite. Donc, optimiser notre travail dès qu'on a besoin de passer non plus d'être à pied, le travail du viticulteur à pied précis sur chacun de ses ceps, mais monter sur le tracteur pour potentiellement faire ses traitements, et là, on peut enquiller les rangs et donc optimiser son travail. Ou sortir, s'il le faut, au moment des tournières. Mais si on veut, on pourra enchaîner de cette manière-là. Donc voilà un petit peu la logique qu'on a mis sur tout ce secteur. Donc là, schématiquement, pour que vous compreniez, parce que derrière, je vais vous défiler des photos. Donc ça, c'est les îlots de culture, les bordures de part et d'autre. Donc la partie chemin qu'on souhaite maintenir, puis je vais en reparler, et en orange ici, ce que l'on a découvert, parce qu'un des travaux que l'on a fait avec le paysagiste, c'est qu'on est revenu très en arrière aussi sur le paysage. On a remonté le temps pour voir comment le paysage était constitué avant que la ville s'installe, et on s'est aperçu que sur cette partie ici, en fait, on avait un chemin creux qui sont les anciens chemins dans lesquels les paysans à l'époque faisaient passer leurs animaux, chemin creux qui a été devenu le caniveau de Tempétropole. Donc on a décidé de remettre et de réhabiliter ce chemin creux en partenariat avec la ville de Vertou pour le faire réapparaître. Un chemin creux, c'est un élément patrimonial, c'est potentiellement quelque chose qui peut être très joli si c'est bien aménagé. Donc il y a effectivement un gros creux au bout des parcelles, d'ailleurs qui est très dangereuse, qui avait complètement disparu parce que c'était devenu le caniveau, les écoulements des eaux, il n'y a pas d'ailleurs, mais dans Métropole, et donc le chemin était passé sur nos parcelles. Donc en fait, on s'est aperçu en remontant le temps comme ça que gentiment nos parcelles avaient été grignotées.
par le chemin. Hein. Donc si on était bête et méchant, on allait mettre finalement potentiellement un grillage et les gens se retrouvaient à marcher dans le caniveau. Donc on a décidé, plutôt qu'avoir une approche un peu radicale, de retravailler la copie et d'un point de vue paysagère, de remettre en route ce chemin creux. Hop. Donc cette séquence en fait de paysage, avec effectivement de la vigne au milieu sur 50 de large, des zones ligneuses de part et d'autre, on a commencé à la bâtir. Hein. Donc si vous avez l'opportunité de vous promener dans le secteur, vous allez voir qu'on a commencé finalement à implanter ces 18 îlots. Et donc là, on a une vue du ciel du premier îlot qu'on a créé au mois de mai. Et on va rentrer, après je vais vous montrer quelques photos, où on a ce schéma-là d'une zone ligneuse existante, d'une zone ligneuse qu'on a créée, d'une vigne qui était existante qu'on va complanter sur les manquants, et une plantation qu'on vient de faire. Donc ça, c'est finalement le pattern, le schéma qu'on va décliner en 18 schémas un peu partout sur le secteur. Donc voilà, la séquence paysagère là, que l'on voit du ciel, on la reverra tout à l'heure. Ce que je voulais préciser ici, c'est que donc, ce secteur a toujours été un secteur viticole, en fait, hein, quand on est remonté dans le temps, dépendait de toute une propriété qui était ici. Le secteur s'appelait le parc, d'ailleurs. Donc il y avait de la vigne sur toute cette partie haute et pas du tout sur la partie basse. La partie basse qui était avec une terre plutôt profonde, pas forcément une terre à vigne, était plutôt boisée. Derrière, la vigne s'est installée et derrière, les collègues sont partis. Donc toute cette partie basse qui semble être boisée ici, vue du ciel, n'était pas du tout un boisement. Hein, au moment de la photo, en fait, c'est de la vigne. Tout ça a été rempli de vigne, donc vigne abandonnée, hein, avec les poteaux, les fils, les amarres. Et là, c'était aux ronces et premiers petits arbres qui poussaient sur tout ce secteur. Donc, c'est la réflexion qu'on s'est faite, c'est de se dire finalement, toutes les espèces qui commencent à pousser là, pourquoi les enlever pour potentiellement replanter derrière et rechercher à créer des haies. On a décidé en fait de s'appuyer sur le paysage existant et de venir sculpter nos parcelles dans ce qui existait. Donc typiquement cette parcelle-là qui était boisée en haut, plutôt que tout arracher, tout déforester, on a gardé des bordures qui étaient déjà constituées par une friche en fait. Donc on a nettoyé les friches, mais gardé les arbres qui sont déjà en place. Vous allez voir ça sur les photos. Donc on a naturellement en fait quelques haies qui sont déjà constituées en fait parce que finalement la nature a fait le travail. Donc plutôt que tout nettoyer, on a sculpté dans ce qui était déjà en place. Je ne sais pas si je suis claire parce que vu qu'on est dedans tous les jours, c'est pas facile d'expliquer, mais typiquement voilà. Ici on s'est dit c'est déjà fait, donc on a nettoyé, on a enlevé les fils, on a enlevé les poteaux, on a enlevé les amarres, mais maintenant le job est fait, donc on ne va pas enlever pour replanter derrière. Et donc on a naturellement notre première zone ligneuse qui est créée parce que la nature a fait que ça a poussé. Ici, il n'y avait rien, donc là, ce que l'on a fait, c'est que sur la parcelle qu'on a nettoyée, où on a enlevé tous les bois, on a utilisé ce qu'on a nettoyé pour créer ce que l'on appelle une haie sèche, et ça je vais vous présenter des photos. Donc constituer nos lignes avec ce qu'on récupère sur les parcelles. Alors là c'est la vue du paysage par le haut, hein, avec la ville de Vertou au fond. Donc au niveau des étapes, je vais passer assez rapidement, hein, parce qu'on va voir plutôt le résultat final, hein, mais c'est pour vous donner une idée en fait, donc nettoyage des parcelles, retirer les amarres. Hein, qu'est-ce que ça veut dire les amarres? C'est quand même aller mettre des engins pour creuser, pour aller trouver les amarres, et souvent ancien, plus 1. Des fois sur le même poteau, on a trouvé 4-5 amarres, hein, parce que l'amarre était perdue, on en remet une autre, et hop, et hop, et hop. Donc là, c'était un gros boulot. Hein. On avait de la petite main-d'œuvre, heureusement, et des petits stagiaires de 3e, parce qu'il fallait fouiller et trouver les amarres. Donc on en a trouvé quand même pas mal.
Donc on a fait des fosses pour analyser nos sols. Derrière, donc l'an dernier, au mois de novembre, on a donc commencé à dessiner notre paysage et donc à enlever effectivement du végétal dans les espaces où on allait faire nos plantations. Et donc on a tout laissé sur place et tout récupéré pour créer nos haies et créer les haies sèches. Donc une haie sèche, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, si dans un milieu de parcelle, on enlève des bouleaux, qui sont les premières espaces pionnières sur la ronce, plutôt que broyer ou faire disparaître d'une manière ou d'une autre, ces bois, on les a montés en andins pour créer en fait nos bordures de parcelles. Même chose avec les ceps, donc les vignes abandonnées. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a donc tout arraché les ceps. Et donc, plutôt que de demander à tous les voisins de venir prendre tous les cèpes, parce que ça fait fantasmer plein de monde, tous ces tas de cèpes, et ben on a créé des andins. Donc les gens qui nous appellent pour dire « Oh, vous avez fait des beaux tas de cèpes », on dit « Ben non, on les garde pour créer le support de nos futures bordures de parcelles. » Donc là, on les voit vue du ciel. Et petit à petit, le paysage qui change là-haut, comme vous voyez, donc notre parcelle qui était en L, et qui désormais, on voit apparaître les futures parcelles en dessous. Donc on a planté notre première parcelle pilote en juin, selon la séquence que je vous ai définie. Et donc ce que l'on a fait sur les zones basses, et donc je vais revenir ici, sur la zone basse, qui après analyse de sol, révision de ce qui se faisait à l'époque, etc., on s'est dit là, il faut qu'on ait une approche plutôt différente de l'approche classique de la vigne. On a décidé sur la partie basse de sortir du rang potentiellement et de remettre la vigne dans son élément originel, qui est l'arbre. Donc finalement, sur la parcelle qui est ici, où il y avait déjà un certain nombre d'arbres très intéressants, on a décidé de laisser ces arbres et de venir planter la vigne au pied des arbres pour qu'elle pousse et qu'elle trouve son cheminement sur ces arbres. Donc c'est ce que l'on voit malheureusement sur la photo qui n'est pas très bonne ici, où on a marqué tous les arbres et donc on va les utiliser comme support. Donc là on va sortir de la vigne en ligne parce qu'on va plutôt appuyer la vigne sur le paysage déjà existant. Donc voilà, sur la suite en fait, donc là, vous l'avez compris, on dessine chacun des îlots et petit à petit, on va venir donc planter la vigne. Donc là, à l'instant T, au moment où je vous parle, on en est à compléter nos lignes d'arbres. Donc soit on a finalement de la végétation déjà existante qui constitue déjà nos lignes d'arbres, soit on doit les planter, et donc là, ce qui demande un certain nombre d'étapes et de préparation et de travail. Et on a une session prochainement avec l'école de Vertou, là aussi pour ancrer un peu le projet dans son environnement local, qui va être planté, ça aussi avec l'aide de Laurence. Et ces plantations qui vont se faire donc ici. Et donc là, vous voyez les îlots qui vont se constituer sur ce paysage. Donc voilà, donc là on a la vue du secteur sur la partie haute de la ville. Alors, du coup, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, finalement, il y a plein de gens qui nous disent « Pourquoi vous faites ça ?» Donc, on a le sujet, effectivement, biodiversité dont on a parlé tout à l'heure, où pour nous, en tant qu'acteurs et finalement éléments de la chaîne, ça nous semble quelque chose de complètement naturel. C'est un petit peu dans notre ADN et dans notre vision de notre manière de voir les choses. Mais c'est vrai que la question des gens n'est pas bête en disant c'est quoi le sujet et c'est quoi le sujet du goût derrière.
Donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que est-ce que le paysage que l'on crée, le paysage dans lequel on travaille tous les jours, le paysage qu'on offre aux gens qui sont aussi nos dégustateurs, est-ce qu'il a un goût? Donc ça c'est un point d'interrogation. Et qu'est-ce que ça goûte finalement? C'est une question en suspens que je laisse derrière pour la discussion. Derrière, le sujet de paysage, ça on en a discuté pas mal toutes les deux, c'est vrai que quand on récupère 11 hectares, on sent qu'on a quand même un rôle. 11 hectares aux portes de Nantes, sous le Leclerc-Pôle Sud, on se dit on ne peut pas se louper. C'est-à-dire que soit on fait quelque chose et puis on crée quelque chose de solide, là. On crée quelque chose qui ne va pas... un espace agricole qui va savoir lutter. Parce que de l'autre côté, on a le Leclerc-Pôle Sud, et puis je dis le Leclerc-Pôle Sud, j'ai rien contre le Leclerc-Pôle Sud, mais on a la ville et on a l'urbanisation qui pousse. Donc si nous, on ne vient pas créer comme une pointe de diamant agricole là-dedans, on va se faire rogner, et puis c'est ce qu'on a subi jusqu'à peu, à savoir que c'est tous les matins des sacs de McDo au milieu de la parcelle et des packs de bière, etc. Donc on a décidé de lutter, et pour lutter, on a décidé de faire quelque chose d'un peu costaud, parce que si c'est lutter en mettant effectivement de la vigne en rang, à un moment, on pensait que ça allait être plus fort dans l'autre sens. D'où l'idée vraiment d'être impactant sur le paysage. Donc voilà, donc on considère qu'effectivement notre rôle est pas neutre là-dessus, et donc ça pose aussi la question, et je reviens sur le point de départ, de la friche, et qu'est-ce que va devenir le paysage si à un moment un certain nombre d'agricultures deviennent de plus en plus complexes, et la viticulture en fait partie. Donc aujourd'hui, faire du vin et faire du raisin dans une région comme la nôtre devient de plus en plus complexe, mais si à un moment nous on sort du paysage, qu'est-ce qui va se passer, et derrière quel est notre rôle? Donc là aussi, point d'interrogation. Tout ça c'est des sujets de réflexion, mais qui nous animent un peu tous les jours. Et donc dans tout ça, on considère aussi, et c'est aussi notre vision, c'est de se dire, bon, on a un rôle effectivement sur nos actions en termes de biodiversité et notre production agricole, mais tout ça s'inscrit dans un rôle beaucoup plus large, qui pour nous sont liés à toutes les pratiques agroécologiques. On se dit, notre rôle dépasse notre rôle d'agriculteur, mais il y a aussi tout le pendant et tout le volet social, qui est loin d'être neutre et qui impacte toute la communauté. Donc pour nous, intervenir dans une école, c'est pas neutre. Pour nous, accueillir des gens qui viennent randonner dans nos villes, c'est pas neutre, parce que on est là pour occuper le territoire en étant le moins impactant sur l'environnement possible, mais en offrant un espace pour tout notre écosystème à nous, êtres humains. Donc voilà, des petits sujets de conclusion et de réflexion et de partage. Donc voilà. J'espère que je suis dans le temps. Tu ne m'as pas sifflé, donc c'est bon. Donc voilà. Alors j'aurais bien envie de savoir quelle est l'espèce de fruitier. Vous avez parlé aussi de bocteau. Oui. Qu'est-ce que vous mettez au bocteau? Les espèces que vous mettez? Donc fruitier, donc ce qu'on avait convenu avec Laurence, c'est qu'on n'avait pas mis de fruitier parce que les fruitiers, il faut s'en occuper. Puis là encore une fois, il faut s'en occuper pour avoir des fruits. Et puis par rapport à nos pratiques bio, si on n'est pas à 100% dans le sujet, c'est pas évident de faire pousser des fruits sans utiliser trop de produits, mais par contre on a quand même mis un tout petit peu. En termes on a mis des poiriers et des pommiers francs. On a mis quelques pêchers, voilà. Et après on a mis des cognaciers, mais à titre anecdotique pour nous. Voilà. C'est pas des fruitiers pour pour faire une production de fruits en fait. Pas de notion de production. Alors ça implique quand même que vous laissez les fruits oui. pourrir. Alors pas du tout. Vous ne savez pas de la production. Alors, oui, là, je vous en ai cité, à chaque fois on n'en a qu'un seul dans les fruitiers, qu'on a mis à titre personnel. Voilà, avec des coins, je les ai tous faits, je peux vous dire. Et j'en ai laissé 10
volontairement parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Et puis le jour où j'ai voulu aller les ramasser, eh ben, ils n'étaient plus là. Donc ils ont servi à quelqu'un, j'espère. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Et le pêcher, qui avait quelques belles pêches, qui effectivement a disparu. Quelles sont les autres espèces que vous avez mis avec alors on a mis du merisier, du tilleul, donc pommier et poirier franc, et de l'orme que Laurence nous a demandé de planter parce que c'est une espèce en voie de disparition, donc on l'a replanté. Et d'ailleurs c'est les ormes qui ont le plus repris, hein, et qui sont les plus libres. Et du cormier. Et du cormier. Ils sont exempts de graphiose. Eh ben, ils ont été fournis par la chambre. En fait, c'est pas de l'orme champêtre, c'est un hybride qui est tout près de l'orme champêtre, parce que l'orme champêtre, on n'a jamais trouvé le moyen de le guérir. Donc c'est des croisements et c'est l'orme lutèce. Et donc la deuxième question, c'était les bocteaux. Donc quelle espèce mettre? Donc ça, c'est un sujet qui nous a longuement préoccupés avec le paysagiste. On a eu plein de voix, on est parti dans tous les sens. Il a appelé les conservateurs d'Aquitaine. Enfin, on a beaucoup travaillé la copie. Et donc, on a aussi, bien sûr, après, on s'est redressé à Laurence. Donc, sur le nouveau secteur, on va mélanger. C'est-à-dire qu'on va mettre des espèces de la région, hein, donc dit végétal local. Végétal local. Et on a sur deux bandes, on va se permettre d'implanter des espèces qui sont plutôt des espèces d'Aquitaine. Voilà. Tout ça pour en anticipant le réchauffement climatique. Un peu le réchauffement. Donc on en met deux. C'est des essences en fait qui sont sans doute plus adaptées au réchauffement climatique qu'ils annoncent. Donc par exemple le chêne vert, on va le remonter un petit peu, on va remettre un peu de l'arbousier. C'est pas forcément des essences qu'on trouvait beaucoup chez nous, mais avec parcimonie, on va commencer à en mettre ici dans le but de se projeter et que ça tienne mieux quoi. Ouais. Voilà. Sachant que donc l'idée des haies sèches, comme on vous l'a présenté, c'est que pour l'instant, donc comme je vous le disais. L'idée de toutes ces haies, c'est qu'en nombre, en surface et en volumétrie, ça fait beaucoup, hein, sur 11 hectares, c'est plus de 2 hectares de bois, hein, de zone ligneuse. Donc nous, on est vignerons, on n'est pas forestier. Donc toute la réflexion aussi qu'on a eue avec le paysagiste, c'est comment on va pouvoir faire rentrer cette gestion de haies dans notre travail à nous vignerons. Donc quand on parle de tout ça à des gens qui sont nés pendant la guerre ou avant la guerre, ils me disent de quoi vous me parlez? Nous, on faisait le bois et on savait faire le bois. Donc le sujet, c'est que nous, on ne sait pas faire. Deux, on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait le bois parce qu'on avait besoin pour se chauffer. Aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, on a fait rentrer le sujet de la gestion durable de toutes ces haies dans notre réflexion, en disant mais on ne peut pas passer notre temps à tailler des haies, sachant qu'on voudrait se concentrer sur notre raisin et notre vie. D'où l'idée, en fait, d'avoir des séquences de haies qui sont différentes. C'est-à-dire, la haie sèche, pour l'instant, on n'a rien à faire. La haie sèche, elle nous a demandé beaucoup de travail de préparation l'année dernière. Puis là, elles sont faites. Puis là, on va plus s'en occuper pendant plusieurs années. De part et d'autre. Mais nous, on passe là, pour le coup, on roule et puis c'est fait. Hein, on passe avec notre LMCL. Donc, les haies sèches, on n'a plus rien à faire. Donc, sur un certain nombre de mètres linéaires, on va laisser une espèce pousser dans les haies sèches. Donc ça, on est débarrassé de ça. Et après, on a des séquences. Donc tout ce qui est haies, les arbres sont déjà formés. Là, effectivement, pareil. On a quelques coupes à faire. Et après, on n'aura plus qu'à se concentrer sur les plantations que l'on va faire. Donc du coup, on va pouvoir séquencer le travail. Et donc là, on a prévu l'année prochaine de faire notre plan de gestion durable de tout cet espace ligneux qui n'est pas notre métier. Et donc là, on va travailler avec une vision sur 10 ans de qu'est-ce qu'on aura à faire et quand, en fait, en se disant 2027 on va s'occuper de telle partie, 2028 telle partie, etc. Hein, tout ça pour que ça s'intègre dans notre routine et de travail, notre itinéraire annuel de travail, qui n'est pas une gestion d'arbres, on n'est pas arboricole. Voilà. Moi, c'est une partie spéciale. Mais voilà, c'est encore autre chose. Oui. Quels sont les cépages que vous avez plantés? Et une deuxième question, c'est quel est l'impact des haies sur le risque de gel de printemps? Les cépages qu'on a plantés, donc là on a
planté dans un premier temps. Donc sur le premier îlot, on a planté du gamay, du co et du merlot. Sur ce nouveau secteur-là, donc on va planter du melon de Bourgogne sur les parties hautes uniquement. Et sur toute la partie du milieu et la partie basse, on va planter de la folle blanche, qui est un cépage qui nous intéresse énormément dans le contexte actuel et potentiellement dans le contexte futur. Et sur la partie basse, j'avais la liste là, que je pouvais vous remettre, on va planter quelques hybrides en fait, ou quelques cépages dits résistants. Donc vous avez la liste là des premiers. Donc on va planter de la bourriou qui n'est pas un cépage résistant, mais qui est un cépage plutôt rustique du sud-ouest. Et là, on va se lancer sur des cépages qui sont dits hybrides. Et donc le premier qui est le Célénor, que l'on va planter au mois de mai. Voilà, que vous ne connaissez pas parce qu'il n'y en a pas jusqu'à présent. Il vient juste de sortir, entre guillemets. Et la deuxième question, c'était les haies par rapport au gel. Alors là, donc, pour toute cette implantation, on a fait toute cette implantation, on a fait donc déjà beaucoup d'observations, beaucoup de relevés. Le grand privilège qu'on a eu, c'est qu'on a beaucoup gelé depuis qu'on a installé, donc on a pu observer beaucoup de choses. Donc je blague un petit peu, mais effectivement, on connaît très bien le secteur. On y a passé de nombreuses nuits à faire des relevés de température. Et surtout, on a mis des capteurs sur toute la parcelle pendant 2 ans. Et on a simulé, et là, vous pourrez le voir, en fait, tout le comportement en fait, du gel sur ce secteur. Effectivement, et donc de tous les flux. Donc on a toutes les analyses. Donc d'où l'idée, effectivement, sur la partie haute du melon, qui est très sensible au gel, et qui ne descendra pas plus que sur la partie du milieu, où là, on va partir sur deux types de cépages, parce qu'on est sur un point bas, et effectivement, toute la partie gélive et tous les moments où on a gelé, le gel arrivait de l'antenne de l'aloe et redescendait et stagnait sur la partie basse. Donc tout ça, bien sûr, a été notre clé d'entrée, notre réflexion sur l'implantation du paysage et sur le choix de nos cépages. Alors, je vous passe un peu tous les détails de réflexion, mais ça, c'était un des points les plus poussés, parce que depuis qu'on a installé, on a été très, très impacté. Donc, on a forcément mis ça en point de données de notre réflexion, avec l'idée de créer, encore une fois, un système résilient. C'est uniquement une question de survie par rapport à nous, à l'échelle de notre petite exploitation. Au-delà du souhait de mettre quelque chose de résilient pour les générations futures. Mais en tout cas, nous, à notre échelle, on n'a pas le choix, en fait. Il faut absolument que l'on s'adapte, et très vite, en fait. Et les haies qui ont été mises sont plutôt des haies plutôt basses. Il n'y aura pas de grands arbres dedans. Donc on peut espérer que l'air... Enfin, après, c'est plutôt bas, parce qu'en fait, il faut que l'air circule. Et on peut espérer que l'air circule mieux quand la haie est plus basse, quand des traits dénués, où l'humidité reste et l'air stagne, en fait. Mais c'est aussi des avantages de l'agroforesterie. Quand c'est des lignes d'arbres, l'air circule dans les lignes, alors qu'une haie, des fois, ça peut bloquer l'air. Donc, sachant que surtout, on a effectivement à chaque fois aussi un mélange de tiges hautes et de buissons plus bas. Donc, tout ça, on va le gérer, et c'est prévu dans notre implantation. Sur le secteur de l'aloe, est-ce que vous avez mis, en place avec l'agroforesterie, est-ce que vous avez déjà des petites conclusions sur le fait que ça a favorisé la biodiversité par rapport à avant? Ah bah oui, c'est ce que je te disais là, si tu veux, il y a un des dossiers du lycée de Beaugarcier, donc on a une notice annuelle, enfin bisannuelle, voilà, avec tous les relevés. Donc on a le temps 0 au moment où on a implanté, et là on est au temps 4. C'est un peu court. Ouais, Il faut au moins voilà, mais en tout cas on a un temps 4, donc l'idée c'est de suivre
non pas des chiffres dans l'absolu, parce que finalement de dire voir l'évolution. on a 5 espèces de chauves-souris, ok, bien, mais peut-être qu'il y en a 5 espèces ici aussi, enfin peu importe finalement. Ce que l'on veut voir, c'est l'évolution. Est-ce qu'il y a une évolution dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, on ne sait pas. Sachant que ce qui est voilà. facile, c'est que sur le passe-temps, il y a eu des années très sèches et chaudes, et je ne vous fais pas un dessin sur l'année qui est passée, voilà, qui ne sont pas du tout comparables. Donc qu'est-ce qui vient de l'agroforesterie, qu'est-ce qui vient du changement climatique? Et au final, peu importe. Encore une fois, l'idée, le pas de temps, comme on disait avec Christophe, c'est un temps long. Donc voilà. Après, d'un point de vue tout simplement observation, donc nous, ce que l'on a pu voir et qu'on ne voyait pas avant, c'est que systématiquement, par exemple, il y a des oiseaux chasseurs au-dessus de la parcelle pendant toute une période de l'année. Donc s'ils sont là à tourner au-dessus de la parcelle, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dû mettre des perchoirs pour pas qu'ils viennent abîmer. S'ils sont là au-dessus de la parcelle, c'est qu'ils viennent chasser. Et s'ils viennent chasser, c'est qu'il y a des choses à manger en dessous. Ça, c'est ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, ça, c'est un truc bête, mais Il y ça, a un truc qui est sûr sur les chauves-souris, il y a 5 sûrs, et Oui. ça fait plus. Et bon, après, il faut voir sur les prochaines fois un appareillage un peu plus complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, sur les chauves-souris, le fait que vous ayez mis des gîtes, puis le petit bois qui est à côté, parce que c'est bien que les vignes, mais les chauves-souris vont être super intéressantes pour les eudémistes, quoi. Toutes les tordeuses, quoi. Et ben là, plus il y aura de chauves-souris, moins il y aura d'eudémistes, quoi. C'est clair. Mais par contre, s'il n'y a que les vignes et rien pour venir gîter, elles ne viendront pas chasser. Donc voilà, donc là c'est trop tôt, on ne peut rien dire. Et puis encore une fois, les valeurs absolues ne veut rien dire. Ce que l'on veut observer, c'est des tendances. Là, sur la tendance, il faut forcément être sur un temps long. D'où l'idée en fait, de faire ce suivi annuel. Mais en tout cas, on a le temps zéro est là. Il y a déjà des expériences qui existent dans d'autres vignobles, sans doute. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Avec plus anciens, avec plus de recul. Alors, Pas tant que ça. Alors, donc nous, c'est un sujet qu'on regardait déjà beaucoup avant de s'installer. On a eu la chance et le privilège de beaucoup voyager. Et dans beaucoup de pays, on a vu l'association de la culture et de l'arbre pour des raisons économiques. Donc ça, on avait la chance d'observer ça et de réfléchir et de se renseigner beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait ça en tête. Donc c'est pour ça qu'en 2019, quand on nous a dit bah, tiens, ces parcelles-là, 1,7 hectare à reprendre, est-ce que ça vous intéresse? On s'est dit bah, c'est quand même un peu unique de pouvoir démarrer de zéro et qu'on a pu décliner rapidement cette idée-là. Alors après, effectivement, quand on cherche, bon, déjà dans la littérature scientifique, sur l'apport de l'arbre sur la viticulture, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. C'est très pauvre. Il y a très peu de recul en fait. C'est très pauvre. Sur l'arbre. Mais bon, on passe la science de côté. Derrière, dans beaucoup de vignobles, ça se fait tout simplement dans le sud. L'olivier et la vigne, on voit ça quasiment partout. Traditionnel. Ça fait partie de la tradition. Et l'olivier n'a pas été enlevé du vignoble. Derrière les expériences qui sont plus récentes, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui arrachent quelques ceps et qui implantent un arbre, ou un arbre, quelques arbres. Et donc derrière, ils n'ont pas cette vision économique complète et surtout de qu'est-ce que ça goûte, parce que finalement, le raisin qui sera issu de la parcelle, il va faire un jus et ce jus sera mélangé avec un autre jus. Et donc finalement, on va perdre un peu le fil de qu'est-ce que la parcelle goûte. Donc ce qui est peut-être un peu unique, donc on ne revendique pas du tout l'unicité, mais 1,7 hectare, 3 cuvées, du coup ça fait un système qui encore une fois, qui est complet. Et donc ça, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui mené de cette manière-là. Souvent c'est derrière assemblé, mélangé. Il y a un exemple dans le Bordelais. Alors, donc il y a un exemple dans le le Bordelais, Émile Grenier, qui lui, je ne sais plus en termes de c'est surface. encore différent. Hein, donc là, c'est complètement différent parce que donc, lui, il est venu implanter les arbres dans le rang de vigne, parce que donc, on est en vigne large dans le Bordelais. Donc il a pu mettre l'arbre dans le rang de vigne. Il est en monocépage. Donc lui, c'est le plus avancé en fait sur le développement de son système. Et c'est hyper puissant, c'est assez impressionnant, avec toutes les limites qu'il commence à observer effectivement de l'arbre dans le rang. D'ailleurs, une des photos, j'ai fait la photo chez lui.
où ça commence à être trop... Ça veut dire qu'on condamne la mécanisation Trop imbriquée. dure, en fait. On peut plus marcher. Et ça lui pose beaucoup de problèmes, Voilà. et pour sa vigne et pour ses arbres. Hein. Ici, là. Hein. Là, il a vraiment l'arbre dans le rang. Hein. Moi, j'ai un viticulteur qui l'a fait et il se disait qu'au moins le temps que l'arbre pousse, il aura récolté son rang, manuellement. Et après, il sait que ses rangs, ils seront perdus. En fait, l'avantage du projet chez Vincent et Cécile, c'est que c'était en même temps que la plantation de la vigne. Donc, on arrive à bien implanter, mais quand la vigne est déjà là, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que bien sûr que ça se fait partout, on n'a rien inventé, et puis encore une fois, l'arbre dans la culture, c'est ancestral. Hein, donc là, ce qui est un peu effectivement nouveau, c'est et c'est la chance qu'on a eue, c'est d'implanter un système depuis zéro. Et donc c'est aussi pour ça que finalement ça fonctionne, parce que tout le monde s'est installé en même temps. C'est-à-dire que là, les arbres et la vigne, ils ont dû faire leur espace, et en plus on a complexifié le système, parce que dès la première année, dès la plantation, on a mis le couvert végétal. Donc là, tout le monde était là en même temps, donc fallait bosser pour s'implanter. Et donc ça, effectivement, c'est la chance de l'opportunité qui s'est présentée. Et donc il y en a pas. Et donc des systèmes comme ça, souvent les gens nous disent ah bah oui, j'ai vu ça à tel endroit. Puis quand on regarde, parce que ça nous intéresse, parce que nous on voudrait aussi échanger, bah, on s'aperçoit que non, bah c'est 4 arbres ou enfin voilà, c'est pas exactement le même système en fait, à la même échelle. Et l'échelle, je parle pas d'une échelle énorme, hein, 1,7 hectare, c'est pas énorme, mais c'est significatif dans une échelle de vigneron, parce que c'est quand même un îlot, et derrière c'est potentiellement 3 cuvées, et c'est plusieurs consommateurs, donc ouais, c'est pas une petite cuvée faite dans un coin de garage, ou quelque chose qui est mélangé avec autre chose. Voilà. Donc c'est en ça que c'est significatif, parce que derrière, il y a aussi tout le volet économique et valorisation qui en découle. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vigne sur les arbres. Oui. Comment vous comptez exploiter ça? Oui. Bah Je sais alors pas, là, vous allez bien voir avec nous, parce qu'on ne sait pas. Non, mais là, voilà. Donc là, ça Est-ce que c'est le phénomène de refaire de la trail? Oui, alors là, par contre, il faudra le traiter de façon avec un élévateur ou quelque chose comme ça. Alors donc là, on a pris le système dans l'autre sens, c'est-à-dire que sur ces îlots du bas, il y avait donc la friche, la vigne, etc. Mais il y avait des arbres, et puis et le paysagiste et Laurence qui ont attiré notre attention en disant ces arbres, ils sont quand même chouettes, parce que là, ils étaient déjà bien sortis. On s'est dit, on ne va pas arriver avec le tronçonneuse les enlever. Donc on s'est dit, on va les laisser. Puis à partir du moment où on les a laissés, ils sont tous comme ça. Donc s'ils sont tous comme ça, comment on va mettre... Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Donc comment on va la travailler, je ne sais pas, on va voir. C'est anciennement les vignes en autain, on en a un petit peu en Italie. Ces espèces, elles sont intéressantes ou quoi? Enfin, les vignes-là sont intéressantes, question... Ah bah oui, après, donc ça c'est des pratiques qui existent en Italie, en Grèce, dans tout le bassin méditerranéen. Donc là, ça va être notre prochain voyage d'études. Ouais. Et on va aller voir comment ils font, parce que ça se fait ailleurs, donc on va tout simplement aller apprendre. Mais pour l'instant, je ne sais pas. On garde les arbres, et c'est le projet 2026. Pour aller tailler aussi ces vignes. Eh ben, on va y arriver, il n'y a pas de raison, il y a d'autres qui le font, donc on va trouver des solutions. Faut essayer à On va creuser. trouver des solutions.